Bonsoir. Cette émission s'insère dans le cadre de résolution des exercices de sciences de la vie et de la Terre pour les élèves du niveau de 4e sciences expérimentales. On essaiera au cours de cette séance d'aider l'élève à se comporter devant un problème posé. Ça sera aussi l'occasion de renforcer les connaissances acquises au cours de l'année. Alors, les thèmes proposés pour cette séance sont les suivants. Alors, il s'agit de la reproduction féminine, la maîtrise de la reproduction qui comporte 2 volets, la contraception et la procréation médicalement assistée. On se propose d'étudier quelques aspects du cycle sexuel chez la femme. Grand A, les documents suivants représentent des coupes réalisées dans les organes femelles. Le document 1, le document 2 avec une partie A, A', une deuxième partie B, B'. On passe à la question donc. Premièrement, attribuer un titre à chacun des documents 1, 2A, 2A', 2B, 2B'. On commence par le document 1. Alors, il s'agit donc d'un ovaire en coupe. Cet ovaire nous montre les différents stades de développement des follicules. On voit une ovulation et on voit aussi l'apparition d'un corps jaune. Il s'agit donc là d'un ovaire présentant un cycle ovarien. On dira, il s'agit d'une coupe d'ovaire montrant le cycle ovarien, évidemment. Alors, une remarque à faire à ce point-là, c'est que toutes ces structures situées au niveau de l'ovaire ne se présentent pas d'emblée dans l'ovaire, mais au contraire, elles défilent les unes après les autres au cours d'un cycle ovarien. Donc la remarque à faire, c'est qu'il s'agit là d'un schéma de synthèse de la coupe d'ovaire. On va passer à la deuxième question. Alors là, on doit aussi mettre le titre pour le document 2A et le document 2A'. Alors, sur le document 2A, de quoi s'agit-il? On reconnaît ici les ovaires, les 2 ovaires ou gonades. On reconnaît l'oviducte, l'autre oviducte et l'utérus qui se termine par le vagin. On a bien reconnu, donc, il s'agit donc de l'appareil génital de la femme ou appareil reproducteur de la femme. Le document 2A montre donc qu'il s'agit d'une coupe AB réalisée au niveau de l'utérus. On reconnaît l'aspect en dentelle utérine de l'endomètre, qui correspond justement à une période du cycle utérin qui se situe juste avant les menstruations. Pour cette raison, on l'appellera utérus prémenstruel en coupe transversale. Le deuxième document du document 2, donc 2B et 2B', nous montre, pareillement comme tout à l'heure, c'est-à-dire l'appareil génital de la femme, cette fois-ci une coupe AB réalisée aussi au niveau de l'utérus, mais qui montre un autre aspect de l'endomètre, celui présentant des glandes en tube, correspondant à une période du cycle utérin qui se situe juste après les menstruations. Pour cette raison, nous l'appellerons un utérus post-menstruel en coupe transversale. On va passer à la suivante, donc. Deuxièmement, identifier les structures A, B et C du document 1. Comme nous venons de le dire, il s'agit donc d'un développement folliculaire et là nous voyons donc en A un follicule présentant tout à fait au centre un ovocyte entouré d'un ensemble de cellules folliculaires. Ces dernières sont creusées par une cavité folliculaire. On remarque la présence d'éthèques internes et externes à la périphérie. Il ne peut s'agir que d'un follicule tertiaire. Alors, en B, nous avons aussi un follicule à un stade évolué plus avancé et donc on remarque l'ovocyte au centre, mais cet ovocyte, on le voit entouré d'une couronne de cellules dites corona radiata. La cavité folliculaire est très grande et puis les cellules folliculaires sont très nombreuses. On distingue très nettement les thèques internes et externes. Il s'agit bien d'un follicule mûr. En C, nous remarquons donc qu'il n'y a plus d'ovocytes,
premièrement. Deuxièmement, c'est une masse cellulaire qui est jaunie. Ce sont donc les cellules folliculaires qui se sont chargées de lutéine. La lutéine étant un pigment jaune, elle donne son nom à cette formation qu'on appelle le corps jaune. On va passer donc à la question suivante. Troisièmement, compléter la légende des structures B et C du document 1. Nous sommes toujours dans cette coupe d'ovaire. On a reconnu le follicule, les deux tecs évidemment, la granulosa ou les cellules folliculaires, la cavité folliculaire remplie de liquide folliculaire et l'ovocyte. En ce qui concerne le corps jaune, nous reconnaissons là les cellules lutéales et les deux tecs. Passons à la question suivante. 4 petits A, délimiter donc sur le document 1 un cycle ovarien. On sait que le début du cycle commence par le stade follicule tertiaire. Voilà un follicule tertiaire jeune, donc je commence par délimiter mon cycle à ce niveau. On sait aussi que le follicule tertiaire se développe pour donner un follicule mûr. Pendant cette première partie du cycle ovarien, on va donc la délimiter et on va l'appeler par son nom phase folliculaire. Donc le follicule mûr, il va, une fois qu'il a atteint sa maturité, il va expulser un gamète femelle ou ovocyte. C'est ce qu'on appelle l'ovulation ou la ponte ovulaire. Suite à l'ovulation, évidemment les cellules folliculaires du follicule rompu donc se remplissent d'un pigment jaune, on l'a dit tout à l'heure, la lutéine. Il y a formation du corps jaune qui régresse à la fin du cycle. Cette partie donc va porter le nom de phase lutéale. On fait remarquer ici à nos élèves que toujours est-il que dans l'ovaire, on rencontre d'autres stades folliculaires. Ce sont les stades follicules primordiaux qui sont là, primaires et secondaires. Ce sont des stades qui sont antécédents aux follicules secondaires, mais qui nécessitent une durée beaucoup plus longue pour se développer et arriver au stade follicule tertiaire. Pour cette raison, on les rencontre toujours dans l'ovaire. 4 petits B, définissez le cycle ovarien. Alors évidemment, pour définir le cycle ovarien, nous allons donc considérer ce qui se passe, des événements qui se passent donc au cours du cycle, mais on va tenir compte aussi de la durée du cycle. On dira par exemple que la durée du cycle ovarien, le cycle ovarien de durée égale à 28 jours en moyenne chez la femme, est constitué de 2 phases, une phase folliculaire, une phase lutéale, séparée par la ponte ovulaire qui se produit vers le jour 14 du cycle. Évidemment, la phase folliculaire, c'est une phase qui forme les follicules. Il y a croissance folliculaire. Au cours de la ponte ovulaire, il y a libération d'un gamète femelle ou ovocyte. Et au cours de la phase lutéale, il y a formation puis régression d'un corps jaune. Là, on peut aussi préciser aussi que la phase lutéale, elle a une durée fixe de 14 jours dans un cycle sexuel et que c'est la phase folliculaire qui peut varier, ce qui explique l'existence de cycles longs et de cycles courts. On peut passer à la question suivante. 5e, mettez la légende des structures 2A' et 2B' du document 2. On a reconnu donc ici la dentelle utérine, voilà, l'endomètre et puis la cavité utérine. On reconnaît ici au niveau de l'utérus postmenstruel toujours aussi l'endomètre, puisque il s'agit de la même structure. Le myomètre, qui est un muscle utérin qui entoure l'endomètre, et la formation des glandes en tube en 3'. La suivante. Grand B. Plusieurs observations et expériences ont montré que les ovaires contrôlent à distance l'activité de l'utérus. Premièrement, proposez 2 expériences qui le justifient. Alors 2 expériences, évidemment, il y en a une qui va montrer le contrôle de l'ovaire sur l'utérus et la deuxième va montrer la nature de ce contrôle. Donc, on va essayer de proposer 2 expériences. Chaque expérience doit être suivie d'un résultat et d'une conclusion.
Évidemment, pour montrer le contrôle de l'ovaire sur l'utérus, il va falloir enlever les ovaires. Donc, on fait l'ablation des ovaires chez une femelle mammifère pubère, évidemment. Ces organes sexuels doivent être fonctionnels. Alors, quand on enlève l'ovaire, qu'est-ce qui arrive au niveau de l'utérus? Il y a arrêt du cycle utérin et atrophie de l'utérus. On remarque là que le dommage touche deux niveaux de l'utérus. Ça touche à son fonctionnement, arrêt des cycles, et sa structure, son développement. Il y a aussi atrophie de l'utérus. Pour cette raison, on dira donc en conclusion que l'ovaire contrôle le développement, mais aussi le fonctionnement de l'utérus. Alors là, on voit bien que l'ovaire et l'utérus, ils sont proches à ce niveau, mais ils ne sont pas connectés physiquement parlant. Et donc là, comment se fait le contrôle de l'ovaire sur l'utérus? On sait très bien que ça se fait par voie sanguine. Pour cette raison, on peut proposer soit une greffe d'ovaire, soit on peut proposer des injections chez cette femelle ovariectomisée de doses convenables de substances extraites de l'ovaire. Évidemment, il y a rétablissement du cycle utérin, ce qui nous mène à dire que l'ovaire agit sur l'utérus par voie sanguine, puisque nous avons fait des injections, par l'intermédiaire des hormones œstrogènes et progestérone. Deuxièmement, associer 2 à 2 les structures B et C du document 1 avec les figures 2A' et 2B', justifiez votre réponse. On a besoin d'avoir sous les yeux les documents 1 et 2. Donc, on regarde ici l'ovaire. La coupe d'ovaire nous montre la structure B et la structure C. Ce sont 2 structures appartenant donc à l'ovaire, au cycle ovarien. Les structures de A' et de B' appartiennent au cycle utérin. Par ailleurs, on sait que cycle ovarien et cycle utérin sont synchrones, c'est-à-dire que ce sont des cycles qui se déroulent simultanément pendant le cycle sexuel. Autrement dit, pendant la phase folliculaire et pendant que le follicule mûr est en train de s'édifier, est en train aussi de s'édifier les glandes en tube au niveau donc de l'endomètre. Et là, je peux faire correspondre la structure B à la structure de B'. Et pendant la phase lutéale dans l'ovaire, pendant qu'est en train de s'édifier le corps jaune, est en train de se former parallèlement dans l'utérus la dentelle utérine au niveau de l'endomètre, ce qui me permet de faire correspondre donc le corps jaune C, la structure C, à la structure de A'. Ces corrélations étant réalisées, donc on va passer à les représenter. Structure B est donc en rapport avec la structure de B', la structure C est en rapport avec la structure de A', mais on n'oublie pas, on nous demande dans la question de justifier la réponse. Comment on va devoir justifier? On vient de voir dans la question précédente que l'ovaire, par ses structures, agit sur l'utérus. Et donc, on voit là un exemple. Par exemple, le follicule mûr, par sa thèque interne et par les cellules de la granulosa, il est sécréteur d'hormones œstrogènes et ces hormones vont induire la formation des glandes en tube au niveau de l'utérus. Si l'on regarde la structure C étant le corps jaune, par la thèque interne et par les cellules lutéales, le corps jaune est sécréteur simultanément donc des œstrogènes et de la progestérone. Ces 2 hormones vont induire la formation de la dentelle utérine au niveau de l'endomètre. Et donc voilà comment on peut justifier cette réponse. On peut en résumer donc présenter la chose de la manière suivante. Le follicule mûr, par sa thèque interne et par la granulosa, sécrète donc les œstrogènes qui vont permettre la formation des glandes en tube au niveau de l'endomètre, ceci pendant la phase folliculaire. Pendant la phase lutéale, le corps jaune, quant à lui, qui est lui aussi formé par la thèque interne et les cellules lutéiniques. La thèque interne est sécrétrice des œstrogènes, les cellules lutéiniques sont sécrétrices de progestérone. Ensemble, œstrogène et progestérone vont permettre le développement de la dentelle utérine au niveau de l'endomètre.
On va passer à la question suivante. Troisièmement, le document 3 représente l'évolution des hormones ovariennes au cours d'un cycle sexuel sans fécondation. Petit a, analysez les courbes. Alors, ce sont justement les courbes représentant l'évolution de la sécrétion des hormones progestérone et des hormones œstrogènes que nous venons de voir à l'instant. Et donc là, on nous demande d'analyser les courbes. Alors ici est représenté l'œstradiol. L'œstradiol est la principale hormone des estrogènes, représentée en bleu. Alors, analyser revient à dire décrire les différentes parties de la courbe en essayant d'expliquer le phénomène étudié, dans ce cas-là, la sécrétion des hormones œstrogènes. Alors, l'œstradiol est sécrété faiblement au début du cycle. C'est une sécrétion faible mais croissante. On la voit arriver à un maximum de 300 picogrammes par millilitre vers le jour 13. Il s'agit du pic réalisé donc au 13e jour au cours de cette sécrétion. Puis il y a un deuxième pic marqué au niveau donc du 21e jour du cycle, et puis cette sécrétion diminue à la fin du cycle. On remarque que la progestérone est non sécrétée pendant toute la phase folliculaire. Sa sécrétion commence à partir du 14e jour, arrive à un maximum de 25 nanogrammes par millilitre vers le 21e jour aussi, puis rechute pour s'annuler à la fin du cycle. Ce que l'on peut remarquer à travers cette analyse, c'est que la sécrétion des hormones ovariennes n'est pas constante, elle est variable, on dit fluctuante. Page suivante, nous allons voir petit b, citer les actions des oestrogènes et de la progestérone sur l'utérus. Évidemment, sur l'utérus, on va avoir l'action donc des oestrogènes pendant la phase folliculaire, la progestérone surtout pendant la phase lutéale. Mais aussi, il y a aussi sécrétion d'oestrogènes pendant la phase lutéale. Alors, l'utérus veut dire plusieurs niveaux de l'utérus. On commence par l'endomètre utérin. Au niveau de l'endomètre utérin, l'élève doit se baser sur l'évolution de l'endomètre au cours du cycle sexuel. Voilà une représentation de l'évolution de l'endomètre au cours d'un cycle sexuel. On voit là les menstruations, c'est la muqueuse utérine ou endomètre qui est détruit. Suite à ces menstruations, on voit une régénération et une prolifération donc de l'endomètre qui se fait par l'installation de glandes en tube et par la formation des vaisseaux sanguins. C'est donc les oestrogènes qui assurent l'épaississement de la muqueuse et la formation des glandes en tube pendant cette phase du cycle. Il y a une autre action importante des oestrogènes sur l'endomètre, c'est celle de préparer l'endomètre à l'action de la progestérone. Donc il y a préparation à l'action de la progestérone. Puis, pendant la phase lutéale, c'est au tour des oestrogènes, mais aussi de la progestérone, de permettre la ramification et la prolifération des glandes en tube, mais aussi la spiralisation des vaisseaux sanguins. Donc, on va avoir leur prolifération. Ceci va contribuer à la formation d'une dentelle utérine. Cette dentelle utérine devient sécrétante, sécrétrice de mucus et riche en glycogène pendant à partir, disons, le 21e jour du cycle sexuel. Donc, formation d'une dentelle utérine sécrétante. Ceci, ce qui se passe au niveau de l'endomètre utérin. Mais on sait bien que l'utérus, il y a aussi le myomètre, c'est-à-dire le muscle utérin. Au niveau du muscle utérin, il y a accroissement des contractions donc réalisées par l'action des oestrogènes, tandis que la progestérone, elle va contribuer à la diminution des contractions et imposer ce silence utérin. Une troisième partie de l'utérus donc est sollicitée à ce niveau, c'est le col de l'utérus. À ce niveau, les oestrogènes vont induire une glaire, vont permettre la formation d'une glaire abondante, filante, à large maille au moment de l'ovulation. Là, on voit par exemple, voilà une maille représentée, en voilà une autre et une autre. Ces mailles s'élargissent pour permettre le passage des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femelle en vue de rencontrer un éventuel gamète femelle. La progestérone pendant la phase lutéale induit donc
la formation d'une glaire épaisse à mailles serrées. On voit bien la différence entre la taille des mailles ici et dans l'autre figure. Et on voit bien ici que ces mailles serrées empêchent la pénétration d'un spermatozoïde que vous voyez là, empêchent le passage et la traversée par un spermatozoïde. C'est en déduire les rôles joués par ces hormones sur le cycle utérin. Évidemment, les oestrogènes sécrétés pendant la phase folliculaire favorisent la fécondation. On vient de voir que les oestrogènes induisent donc la contraction du myomètre. Par ailleurs, elles permettent la synthèse d'une glaire qui est à mailles larges et donc ceci ne peut que favoriser l'arrivée des spermatozoïdes jusqu'au niveau du gamète femelle et donc d'assurer la fécondation. Par ailleurs, la sécrétion de la progestérone pendant la phase lutéale favorise la nidation. En effet, on vient de voir que la progestérone impose un silence utérin. Aussi, elle est à l'origine de la synthèse d'une dentelle utérine sécrétante, ce qui permet à l'utérus d'être préparé donc à recevoir un embryon et à le nourrir pendant les premiers stades de son développement, ce qui favorise évidemment la nidation. Petit d, expliquer l'apparition des règles ou menstruations. On sait que les règles apparaissent tous les 28 jours de manière cyclique. On sait aussi que la fin d'un cycle commence un nouveau cycle. Alors regardons ce qui se passe à la fin du cycle. Évidemment sur le plan hormonal, à la fin du cycle. Pourquoi sur le plan hormonal? Parce qu'on vient de comprendre, on vient de voir que ce sont les sécrétions hormonales, ce sont les hormones progestérone et œstrogène qui maintiennent fonctionnel l'endomètre. Alors regardons ce qui se passe à la fin du cycle. En ce qui concerne la progestérone, elle s'annule carrément. Là, les œstrogènes sont très faiblement sécrétés. Il y a donc une chute des taux des hormones ovariennes que j'appellerai baisse des taux hormonaux ovariens. Cette chute va induire tout simplement la chute de l'endomètre, c'est-à-dire la destruction de la muqueuse utérine, d'où l'écoulement sanguin à l'origine des menstruations qui commencent donc un nouveau cycle. Plusieurs observations cliniques et expériences ont pu montrer que l'activité cyclique des ovaires est contrôlée par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Premièrement, proposer 2 expériences qui montrent que les ovaires sont sous la dépendance totale de l'hypophyse. Encore une fois, 2 expériences. La première va montrer le contrôle donc de l'hypophyse sur l'ovaire et la deuxième va montrer la nature de ce contrôle. On va proposer donc d'enlever l'hypophyse. Voilà, l'hypophyse se situe à ce niveau. On fait donc l'ablation du lobe antérieur de l'hypophyse chez une femelle mammifère pubère. Il s'ensuit une atrophie des ovaires, la disparition des cycles ovariens et utérins. On comprend ici que le cycle ovarien est donc contrôlé par l'hypophyse, il disparaît, mais que le cycle utérin, il dépend du cycle ovarien et donc, pareillement, il va disparaître. En conclusion, on dira l'hypophyse antérieure contrôle le développement et le fonctionnement des ovaires et par conséquent de l'utérus. Alors, la deuxième expérience va nous permettre de montrer la nature de la relation existant entre l'hypophyse et l'ovaire. Vous voyez, étant donné que hypophyse et ovaire sont très éloignés l'une de l'autre, comment se fait cette relation? On le sait, par voie sanguine, par des hormones. On va donc proposer des injections. Injection des extraits anté-hypophysaires à cette femelle hypophysectomisée va assurer le développement des ovaires, la restauration des cycles ovariens et aussi utérins. En conclusion, on dira que le contrôle des ovaires par l'hypophyse antérieure se fait par voie sanguine, par les hormones gonadostimulines, la FSH et la LH. On passe donc à la question suivante. Deuxièmement, le document 4 montre l'évolution des hormones hypophysaires au cours d'un cycle sexuel sans fécondation. Analyser les courbes. Alors, il s'agit donc des hormones gonadostimulines,
LH et FSH sécrétés par l'hypophyse et qui agissent sur l'ovaire pour assurer son développement et son fonctionnement. Comment évoluent donc ces hormones au cours d'un cycle sexuel? Alors, voilà ce qui se passe. On voit que aussi bien la LH que la FSH sont des hormones qui sont sécrétées à faible dose pendant les deux phases du cycle, phase folliculaire et phase lutéale, et relativement constante, de manière constante. En revanche, elles présentent une variation brutale vers le 14e jour du cycle, montrant un pic de LH et un pic de FSH qui se manifestent pendant cette période du cycle. Ce qu'on peut conclure, c'est que, pareillement comme pour les hormones ovariennes, finalement, la sécrétion des hormones hypophysaires ne se fait pas de manière constante. Passons à la question suivante. 3. Comment répondent les ovaires aux hormones hypophysaires au cours de ce cycle? Pour répondre à cette question, l'élève, il doit se baser sur le document suivant. Alors, le document suivant, qu'est-ce qu'il montre? Il nous montre donc les sécrétions hypophysaires, donc ce qui se passe dans l'hypophyse. Il nous montre ce qui se passe dans l'ovaire aussi. Il nous montre aussi ce qui se passe dans l'ovaire, sur le plan structural, mais aussi sur le plan hormonal. Alors, on a bien compris que c'est l'hypophyse qui contrôle le fonctionnement et le développement de l'ovaire. Mais on doit aussi comprendre que les sécrétions hypophysaires ont besoin d'être contrôlées, ont besoin d'être orientées. C'est justement l'ovaire qui, par ses propres sécrétions, va agir par une action de retour sur l'hypophyse et qui va essayer donc de réguler la sécrétion de l'hypophyse. Alors, cela se passe à 3 niveaux du cycle sexuel. On commence par la première partie du cycle, alors que pendant la phase folliculaire et en ce début de cycle, il y a formation des follicules. Ces follicules en formation sécrètent l'œstrogène, et l'œstrogène sécrété, comme on l'a dit tout à l'heure, elle se fait progressive, mais reste relativement faible. Ce taux faible des œstrogènes exerce une action de retour sur l'hypophyse qui freine ces sécrétions. C'est ce que l'on appelle le rétrocontrôle négatif de l'ovaire sur l'hypophyse. Pendant la période ovulatoire, eh bien, nous voyons là que le follicule mûr à terme de sa maturation, eh bien, il libère une grande quantité d'œstradiol. Cette variation brusque, cette augmentation brutale d'œstradiol dans le sang va induire une action de retour sur l'hypophyse qui décharge une très très grande quantité de LH et de FSH à l'origine de l'ovulation. Et là, nous avons affaire à un rétrocontrôle positif de l'ovaire sur l'hypophyse. Par la suite, donc au niveau du cycle ovarien, nous avons pendant la phase lutéale, alors que le corps jaune est en train de s'édifier, il sécrète alors à la fois la progestérone, mais aussi les œstrogènes. Progestérone et œstrogène ensemble induisent une action de retour sur l'hypophyse qui freine ainsi ces sécrétions de gonadostimuline LH et FSH, et c'est encore une fois le rétrocontrôle négatif de l'ovaire sur l'hypophyse. On passe à la question suivante. Quatrièmement, tout au long du cycle, les cellules neurosécrétrices de l'hypothalamus libèrent dans le système porte hypothalamique des pulses de GnRH qui contrôlent les sécrétions hypophysaires. Utilisez cette information et les données qui ont précédé pour réaliser un schéma bilan du contrôle et du rétrocontrôle ovarien. Alors là, on peut proposer par exemple le schéma suivant. Donc, hypothalamus qui est stimulé par des excitations venant du milieu extérieur et du milieu intérieur. Il va sécréter donc de manière pulsatile une neurohormone, la GnRH, qui va activer, qui va stimuler, je dirais, l'activité de l'hypophyse antérieure.
Cette dernière stimulée va sécréter les gonadostimulines LH et FSH qui vont agir sur l'ovaire. À son tour, l'ovaire stimulé va sécréter les oestrogènes et la progestérone pour agir sur le développement de l'utérus. Voilà donc ce que l'on appelle le contrôle ovarien. Le rétrocontrôle, l'action de retour de l'ovaire, se manifeste par des taux d'estrogène et de progestérone. Regardons ce qui se passe lorsque les oestrogènes sont sécrétés à faible dose. Il y a alors un rétrocontrôle négatif exercé sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. À forte dose, c'est le rétrocontrôle positif qui est exercé sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et ce rétrocontrôle positif, il est à l'origine donc du pic de LH et de FSH, qui est lui-même à l'origine de la ponte ovulaire. Quant à elle, la progestérone, pendant la phase lutéale, exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. On va voir la question suivante. Grande D. La connaissance du cycle sexuel a permis la mise au point de plusieurs contraceptifs hormonaux, dont la pilule combinée. Représenter à l'aide d'un schéma fonctionnel son niveau d'action et ses différents effets. Alors, la pilule combinée, c'est un œstroprogestatif stéroïde de synthèse, comme son nom l'indique, c'est une combinaison d'un œstradiol et d'un progestatif de synthèse. Elle va tout simplement donc simuler ce qui se passe pendant la phase lutéale. Autrement dit, elle va induire une rétroaction négative sur donc le complexe hypothalamo-hypophysaire que voici. Du coup, il n'y a plus de sécrétion de FSH ni de LH, ce qui explique qu'on ne va plus pouvoir voir des follicules se former dans l'ovaire. Il n'y a donc plus de sécrétion d'œstrogène, plus de pic de LH ni d'ovulation. L'ovaire étant au repos, il ne sécrète pas d'œstradiol ni de progestérone. D'un autre côté, la pilule combinée va agir sur l'utérus à deux niveaux. Au niveau du col utérin, elle va permettre la synthèse d'un mucus cervical imperméable donc aux spermatozoïdes, et au niveau de la muqueuse utérine, elle va induire la formation d'un endomètre atrophié impropre à la nidation. On va passer à la question suivante. Grand E. Un jeune couple a des difficultés pour avoir un enfant. Il consulte un gynécologue qui demande d'effectuer un spermogramme pour l'homme, des dosages hormonaux et une hystérographie pour la femme. On va expliquer un peu ce que c'est que l'hystérographie. Il s'agit donc de l'injection d'une substance, je dirais, opaque au rayon X pour visualiser son passage au niveau de la trompe, au niveau des trompes. Voilà donc schématiquement représenter cette hystérographie. Voilà donc une représentation réelle d'une hystérographie appartenant à une femme. On voit très bien ici l'utérus opaque, donc rempli de cette substance opaque, et on voit de part et d'autre de l'utérus la continuité des trompes. Voilà la trompe à ce niveau, et de l'autre côté, la trompe se continue par l'utérus à ce niveau. Alors, on regarde les questions. Les résultats des trois tests sont respectivement représentés donc dans les documents 1, 2 et 3. Alors, le document 1, il s'agit du spermogramme du conjoint. Le document 2 montre les dosages hormonaux de la conjointe. Le document 3 montre l'hystérographie de la même conjointe. Premièrement, analyser les documents et donner là où les causes de stérilité du couple. Évidemment, on va commencer par les prendre un à un, les documents. On commence par le document 1, il s'agit du spermogramme du conjoint. Le spermogramme n'est rien d'autre qu'une analyse du sperme du conjoint en vue donc d'avoir une idée sur son pouvoir fécondant. Par exemple, ici, on voit que le volume du sperme est de l'ordre de 0,5 ml. 0,5 ml par rapport à un volume normal de 3 à 4 ml.
Le nombre de spermatozoïdes par millilitre dans ce sperme est de l'ordre de 68 10 puissance 6. La normale est un nombre qui est supérieur à 60 10 puissance 6. La mobilité des spermatozoïdes est nulle et sur 100 spermatozoïdes observés, on a relevé 72% de formes atypiques alors que la valeur limite normale est de 40%. Donc, cela revient à dire que le spermogramme montre en fait un volume faible du sperme, montre aussi une mobilité nulle des spermatozoïdes, ce qui constitue une défaillance irrémédiable puisque les spermatozoïdes sont dotés de mobilité pour permettre la rencontre du gamète femelle en vue d'une éventuelle fécondation. Un troisième point négatif, c'est un pourcentage de spermatozoïdes de forme atypique élevé. Avec ces caractères du sperme, on ne peut que dire que ce sperme n'a aucun pouvoir fécondant et on termine en disant que la stérilité chez l'homme est due à son sperme non fécondant. Regardons les dosages hormonaux de la conjointe. Alors, les dosages hormonaux de la conjointe montrent une évolution de la progestérone qui paraît être dans les normes, avec donc une absence de sécrétion pendant la phase lutéale, avec une sécrétion marquant un pic vers le jour 21 du cycle. Avec si on observe l'évolution des œstrogènes, nous voyons donc des pics traditionnels normaux, un pic vers le 13e jour du cycle, le deuxième vers le 21e jour du cycle, dans des taux normaux. Et en ce qui concerne les gonadostimulines, sont sécrétées faiblement donc pendant la phase lutéale et folliculaire et présentant une décharge brutale pendant la période ovulatoire. Et donc, par conséquent, les dosages hormonaux de cette jeune femme semblent être tout à fait dans les normes, présentant à la période ovulatoire une décharge de l'hormone œstradiol qui exerce un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire à l'origine de la décharge ovulante ou pic de LH qui déclenche l'ovulation. Par conséquent, nous ne pouvons que dire que la jeune femme ne manifeste aucun signe de stérilité dû à des déficits hormonaux. Par contre, l'analyse du document 3, qui est une hystérographie, nous montre que l'utérus de cette conjointe est très bien visualisé. Par contre, nous ne voyons pas la continuité des trompes de part et d'autre de cet utérus. Ce qui veut dire que les trompes chez cette conjointe sont obstruées. Il s'agit donc d'une malformation d'ordre mécanique qui peut empêcher la rencontre des gamètes, sinon la descente de l'embryon dans la cavité utérine. Et en conséquence, on dira que la stérilité du couple peut donc être due à l'obturation des oviductes de la jeune femme. Passons à la question suivante. Deuxièmement, pour pallier la stérilité humaine, plusieurs procédés sont réalisés, dont l'insémination artificielle et la FIVette. Petit a, rappelez brièvement le principe de chaque technique citée. Alors, en ce qui concerne l'insémination artificielle, elle consiste à déposer artificiellement du sperme dans le vagin ou dans l'utérus à la date de l'ovulation pour que se produise une fécondation. La FIVette ou fécondation in vitro et transfert d'embryon consiste à prélever des ovocytes après un traitement hormonal que subit la conjointe stérile. Dans un second temps, les spermatozoïdes du conjoint sont aussi choisis et préparés pour réaliser l'insémination in vitro. Après la fécondation, l'embryon se développe dans un milieu de culture et sera transféré dans la cavité utérine maternelle au stade 4